bonjour à tous et merci beaucoup Jean-Luc pour cette invitation et puis pour avoir le courage de parler de cette thématique-là et surtout avec l'angle des femmes puisque c'est la thématique du jour. Donc on a parlé beaucoup de burn-out et nous on va vous proposer un peu de chausser les lunettes du genre, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une analyse genrée du burn-out. Est-ce qu'il y a un burn-out des femmes, est-ce qu'il y a un burn-out des hommes? C'est un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, sachant que c'est un domaine assez exploratoire. Il y a assez peu de recherches sur le sujet. Nous-mêmes, au sein de l'association, on essaye d'étudier ce phénomène-là, pourquoi il y aurait plus de femmes concernées. Et donc on va essayer d'y répondre un peu aujourd'hui. Moi, je suis Anne-Sophie Vive, mais Jean-Luc nous a présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Je suis directrice de l'association et j'ai fondé la communauté des burn-out. La communauté des burn-out, pourquoi? Parce que j'ai fait un burn-out le 15 février 2017. On se disait, on a une date souvent, l'avant et l'après. L'avant superwoman et après super loseuse. Burn-out parce que c'était le petit nom que je m'étais donné, en fait, parce que j'ai pas réussi à en parler pendant des mois et des mois à mon entourage. À mes collègues encore moins, j'ai trouvé un autre prétexte pour dire que j'avais une vraie maladie physique qui m'empêchait de retourner au boulot. Et sauf que le 15 février 2017, c'est mon outil de travail qui s'est arrêté, c'est mon cerveau. Donc j'avais une profession intellectuelle, j'étais dans le notariat, et à partir de ce moment-là, j'ai pu travailler, même si je commençais à avoir des problèmes cardiaques, tout un tas de problèmes physiques qui auraient dû m'alerter. Il a fallu que mon outil de travail s'arrête pour que là, ok, j'accepte, je ne peux plus travailler, c'est plus possible. Et donc, quand je sucrais les fraises, il a fallu que je trouve des moyens, parce que ma prise en charge a été assez catastrophique. Il a fallu que je trouve des moyens de me réapproprier ce cerveau qui ne marchait plus, en tout cas plus comme je voulais. Et moi, toi tu es passé par l'écriture, moi je suis passée par le dessin. Et donc j'ai fait une sorte de petit avatar que j'ai appelé Burn-out, cette sorte de Calimero du notariat qui subissait un peu sa vie. Alors j'ai profité du dessin pour me faire une rhinoplastie, c'était assez... c'est le plaisir de pouvoir dessiner comme on veut. Et donc voilà, donc c'était à la base, c'était moi, c'était quelque chose que je n'avais pas fait depuis peut-être le lycée. Et le burn-out m'a réconcilié avec ça, de travailler autrement le cerveau avec ça. Donc voilà, c'est pour vous dire la petite histoire du nom de Burnett, qui ne se prononce pas Burnett, mais Burnett. Et donc voilà, à partir de là, j'ai vécu dans la honte, dans l'isolement. Et je me suis rendu compte que, waouh, qu'est-ce que c'est dur, justement, comme tu disais, d'arriver à endosser toutes les casquettes. Comment avoir une carrière, comment gérer ça avec des enfants, avec un conjoint, tout en gardant une vie sociale, tout en étant bien apprêté, parce qu'il faut absolument répondre aux dictats sociaux il faut bien s'apprêter, il faut bien gérer sur tous les domaines. Et voilà, je me suis rendu compte que, mais comment on fait aujourd'hui pour arriver dans des sociétés qui accélèrent à gérer toutes ces casquettes? En tant que femme, j'avais besoin d'en parler avec d'autres femmes, et en fait, à travers mes dessins, qui sont plutôt humoristiques, j'ai des amis qui m'ont dit ah ouais, moi aussi j'ai vécu la même chose et tout ça, quand j'ai eu mes enfants, j'étais épuisée. J'étais mais on est proches, pourquoi on s'en est jamais parlé? On parle toujours de ce qui va bien, mais ces moments de fragilité, on n'en a pas parlé, ça m'aurait servi en fait qu'on en parle. Et donc j'ai monté une communauté sur les réseaux sociaux qui s'appelle donc la communauté des burn-out, où on s'est retrouvés entre femmes qui avaient vécu un burn-out, qui soit professionnel, qui soit personnel. En tout cas, c'était arrivé à parler de ces thématiques-là, d'être femme dans le milieu du travail aussi. Et voilà, donc c'était vraiment une communauté d'entraide pour aussi recréer de la solidarité et du collectif dans l'isolement de ce qu'on pouvait vivre en fait. Et puis de cette communauté de burn-out, on a rencontré des chercheurs et des professionnels du burn-out, que ce soit d'un point de vue psychologique, que des psychiatres, psychologues, avocates. On a une chercheuse également en inégalité professionnelle, Céline Lemierre, qui a travaillé sur ces questions-là avec nous, pour essayer de penser à un accompagnement qui pourrait répondre à nos besoins. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait eu beaucoup de difficultés à faire reconnaître ce qui s'était passé, beaucoup de latence diagnostique, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de déshumanisation dans notre prise en charge.
l'impression d'avoir un parcours du combattant à mener alors qu'on est très vulnérable et qu'on a parfois des phobies administratives. Et se dire que toutes ces grandes décisions à prendre, AMD, maladie pro et tout ça, il faut le prendre alors qu'on est vraiment au ras des pâquerettes. Et donc voilà, donc c'était vraiment l'idée de concevoir un accompagnement vraiment pluridisciplinaire où on puisse se poser quelque part et dire voilà, je vous donne les clés de la maison parce que alors, moi je ne gère plus du tout et on va s'occuper de moi. Et dès là a été créée l'association Elburn en 2019. C'est un peu un laboratoire d'expérimentation parce que c'est un dispositif de pair aidance, le premier en matière de burn-out. La pair aidance, ça permet de partager un vécu expérientiel de la maladie. En matière de santé mentale, c'est beaucoup utilisé. C'est le premier en matière de burn-out. On voulait utiliser le fait de pouvoir, on est passé au terme, justement, on a commencé à parler, témoigner de notre burn-out, et on voit l'émotion que ça suscite de se sentir reconnu, je vois des personnes qui hochent la tête, de se sentir reconnu dans notre vécu, de sentir qu'on n'est pas seul, de se projeter dans la reconstruction de l'autre aussi, et de passer de aider à aidant aussi. Et ça, c'est vraiment un processus dans la reconstruction. De la pair aidance, mais renforcé par le phénomène de sororité, puisqu'on a fait le choix, du coup, d'essayer d'analyser le burn-out des femmes. Et on s'est rendu compte que ça rendait encore plus puissant justement ce phénomène de pair aidance en alliant les deux. Et donc c'est un dispositif mixte puisqu'à côté de ça il y a donc, tout un tas de psychologues du travail, notamment du réseau de consultation souffrance et travail dont tu fais partie, qui travaillent avec nous et qui font des travaux de recherche puisqu'on se soumet tout à fait avec consentement à ce que tout le comité scientifique fasse des analyses sur le panel de bénéficiaires. Aujourd'hui, l'association Elburn, donc les Burnettes, on fait à la fois donc, de la recherche, de la sensibilisation d'entreprise, vous l'expliquez. Ça permet aussi d'expliquer au service RH, au manager, comment on repère un burn-out, quel type de prévention on peut prévoir. Et puis également proposer des prises en charge précoces parce que souvent on a des salariés qui commencent déjà à être mal et ça leur permet de savoir qu'il y a une association qui peut leur venir en aide de façon précoce parce qu'on sait que plus on le prend en amont, mieux c'est. Et après notre cœur d'activité, ça va être l'aide à l'accompagnement post-burnout, donc à la fois d'un point de vue individuel avec une permanence d'écoute qui est non médicalisée, qui est réalisée par des pairs aidantes justement, qui sont formés à l'écoute, supervisé par des psychologues. Et on a la vocation à professionnaliser justement la pair aidance parce que c'est vraiment extrêmement aidant en matière de burn-out. Et puis avec des permanences gratuites de psychologues du travail, d'avocats, d'assistants sociaux. On disait, on en a parlé hier, il y a besoin aussi de sécuriser financièrement et socialement les personnes pour que justement elles acceptent ensuite de prendre ce temps de reconstruction. Et ensuite, un accompagnement collectif à la reconstruction, à la resocialisation, à la fois d'un point de vue physique et mental. Donc travailler sur le psychocorporel, travailler sur la psychoéducation, travailler vraiment dans une démarche holistique. C'est extrêmement important et puis ça permet aussi de découvrir pour chacune qu'est-ce qui va lui correspondre dans sa reconstruction. Donc c'était l'écriture, moi le dessin, ça peut être autre chose. On travaille sur les activités manuelles, sur les bains de forêt, sur plein de choses en tout cas, avec un retour permanent de la communauté d'entraide virtuelle, du coup, qui s'appelle la communauté des Burnettes, où vous nous faites remonter vos besoins en fait. Et le dernier point, c'est l'aide à la remobilisation professionnelle. On a fait un gros travail de recherche sur ce sujet, parce qu'on ne réinsère pas professionnellement des victimes du travail dans le travail comme toute autre personne en fait. On voit notamment encore des difficultés en termes de troubles cognitifs, d'hyperfatigabilité et puis aussi parfois de stress post-traumatique. C'est un sujet que toi tu as particulièrement étudié, lié au travail, qui fait que on va peut-être plus pouvoir retourner sur son lieu de travail. Dans la ville où on travaillait, je ne pourrais peut-être plus utiliser un ordinateur parce que ça me donne des boutons. Le téléphone, on ne le supporte plus. On a beaucoup de personnes qui repassent par l'écrit, par exemple par le stylo, par des personnes qui ont une phobie de l'entreprise, de la hiérarchie et qui bien souvent, du coup, même se réorientent vers l'entrepreneuriat pour acquérir de la liberté. Voilà un peu pour les actions de l'association, qui est une association d'intérêt général. On va peut-être aller très très rapidement sur les éléments de compréhension du burn-out parce qu'on va plutôt se focaliser sur les aspects genrés puisque ça a été pas mal abordé avant nous par
Michel Debout et puis par toi aussi, Kika. Juste vous dire que les derniers baromètres, notamment Opinionway, recensaient 2,5 millions de personnes en burn-out. Alors bien sûr, les chiffres varient beaucoup d'un institut, qu'il soit privé ou public. Il y aurait eu, en tout cas pendant cette période de Covid, en effet, une explosion du nombre de Covid, de l'ordre de 2 fois plus. Nous, on a constaté au niveau de l'association une forte augmentation pendant cette période-là. Par rapport à la prévalence du burn-out chez les femmes, il y a assez peu de données. On a des données de Santé publique France notamment, qui datent un petit peu, mais qui indiquaient à peu près une prévalence de la souffrance psychique liée au travail de l'ordre de 2 fois plus chez les femmes. C'est pour ça aussi que c'était intéressant pour nous d'analyser pourquoi il y aurait plus de femmes. Qu'est-ce que le burn-out? Tu vas peut-être juste dire un mot, mais ça a déjà été vu pas mal, donc on va passer rapidement. Bonjour à tous, vous m'entendez bien avec cette distance-là? Donc Jeanne Poitier-Lenoir, je suis psychologue clinicienne du travail. Je précise juste que j'ai une double spécialisation en psychopathologie du travail et psychotraumato. Donc c'est à partir de ces casquettes-là que je vais vous parler aujourd'hui. Et en particularité au niveau de l'association, du fait d'être directrice du comité scientifique. Donc j'apporte les éléments conceptuels et théoriques aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Donc on va reprendre très rapidement par rapport aux différents éléments qui nous ont été donnés sur la définition du burn-out. On va faire du complément simplement. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un objet, l'épuisement professionnel, d'un point de vue conceptuel, qui n'est pas figé. Ça, c'est le premier élément important à avoir à l'esprit. Donc ça veut dire que sa définition, en fait, elle est évolutive. Et en tant que telle, il est pensé depuis le 19e siècle. Je vais vous citer une définition que j'aime bien, qui date de 1885, et qui définit le syndrome d'épuisement professionnel, donc également défini sous l'anglicisme burn-out, comme une combinaison d'une fatigue profonde, d'un désinvestissement de l'activité professionnelle et d'un sentiment d'échec et d'incompétence dans le travail. Donc dès cette définition-là de 1885, on a les origines du trépied que vous évoquiez tout à l'heure, Michel Debout, et la relation avec la question du travail sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Vous avez à l'écran, en même temps que je vous parle, les définitions qui font à peu près consensus actuellement. Vous en avez 3, qui sont voilà, celles qui sont actuelles. En préalable, juste pour vous donner un petit peu le mouvement d'évolution de la définition, j'en ai repéré quelques-unes. Une vision de l'épuisement professionnel dite transactionnelle, donc ça qui date des années 76 avec des travaux de Karl Tchernis. En gros, dans cette définition-là, on va articuler la notion de stress, de rapport aux exigences au travail, une réponse émotionnelle et donc avec le déséquilibre au niveau de la réponse, et une traduction au niveau des attitudes et des comportements. Le professeur Debout évoquait tout à l'heure les travaux de Freudenberger et Maslach, donc on est sur la même période, la 74-76. Il y a une différence intéressante à repérer dans leurs travaux. Pour Freudenberger, dans ses travaux, il va insister d'abord sur les facteurs personnels, et pour Maslach, ce qui a fait évoluer aussi la conception, c'est qu'elle va venir introduire l'importance des relations interpersonnelles et également le rapport au travail. Donc ça, j'y reviendrai derrière. Et puis, un peu avant, donc les années 2000, on a aussi une approche dite motivationnelle. Donc là, ce sont les travaux d'Ayala Pins. Et on va être là plutôt du côté de la quête existentielle et de l'engagement dont on vous a déjà parlé préalablement dans le rapport au travail, qui est un des aspects en termes d'enjeux psychiques au travail, je reviendrai s'il y a besoin, posé également là en rapport avec des conditions de travail lorsqu'elles sont défavorables. Voilà. On ne va pas revenir sur le processus du burn-out parce qu'en plus on avait la même slide, donc on va... je voudrais juste refaire un point sur les facteurs de risque psychosociaux tels que Golac les a énumérés dans le rapport Golac, parce que justement ça va être intéressant de l'analyser ensuite par rapport à la vision genrée qu'on va apporter. Tu veux les citer? Oui, alors du coup, en fait, là où il y a accord par rapport aux différentes définitions que je vous ai rapidement brossées, c'est que le burn-out prend sa source dans l'environnement de travail et que, ça c'est la notion qui est importante à retenir, il est le résultat d'une interaction. Interaction, c'est-à-dire une rencontre
entre des facteurs organisationnels et des facteurs individuels. Et j'insiste vraiment sur ce point-là de rencontre et d'interaction. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, je le dis autrement, c'est-à-dire que si la nature du syndrome d'épuisement professionnel peut changer, c'est parce que les pressions sur l'individu changent. En fait, nous sommes pris dans des modèles organisationnels du travail qui évoluent à travers le temps. Je vous ai cité une définition de 1885. On imagine bien que les conditions de travail de 1885 ne sont pas celles de 2022. Même si on peut retrouver certaines caractéristiques communes, pour autant, on est pris dans un processus d'évolution des organisations de travail qui vont se traduire par des contraintes différentes qui s'exercent du coup sur les individus au travail. Donc c'est cette interaction dans ce sens-là qu'il faut regarder en termes d'effets potentiellement délétères sur la santé mentale. D'où le lien avec les risques psychosociaux qui vont vous permettre d'avoir, et c'est pour ça qu'on utilise régulièrement cette infographie avec Anne-Sophie, qui vont vous permettre d'avoir une lecture en termes de facteurs de risque du côté de l'organisation de travail et d'impact potentiel sur la santé. C'est un outil qui est intéressant, qui est disponible sur le site de l'INRS, donc je fais régulièrement de la publicité pour l'INRS même si je ne travaille pas, parce que leurs outils sont librement accessibles. Pour moi, ça participe d'une logique de prévention, à la fois en termes de compréhension, mais aussi de repérage. C'est-à-dire que tout le monde n'étant pas psychologue du travail, quand on est pris dans ces contraintes, on ne sait pas ce qui se passe et on ne comprend pas. Et Kika nous l'a très bien expliqué à travers son témoignage juste avant. Donc vous pouvez aller sur le site de l'INRS, comme vous pouvez aller sur le site du réseau Souffrance et Travail, vous trouverez beaucoup d'outils, des éléments qui sont accessibles sans avoir des éléments de connaissance spécifiques et qui vont déjà vous donner des clés de lecture et vous aider à vous orienter si besoin vers des professionnels derrière. Ouais, alors juste pour vous citer les 6 catégories de facteurs de risque, donc c'est l'intensité, le temps de travail, pour le coup, hop. Intensité et temps de travail, alors souvent on pense à ça en premier, hein, puisque on se dit oui j'ai beaucoup de travail, beaucoup d'heures sup, mais c'est aussi l'intensité, c'est-à-dire dans mon cas par exemple je faisais même plus de pause pour manger en fait, parce qu'il fallait que tout rentre jusqu'à 18h, puisqu'après il fallait aller chercher les enfants, donc c'était juste une course contre la montre toute la journée. Les exigences émotionnelles aussi, c'est le fait de devoir faire bonne figure, surtout pour toutes les professions en lien avec le public. Il faut savoir notamment que les femmes sont beaucoup plus en lien avec le public, de l'ordre de 85% contre 67% des hommes, et ce qui suscite beaucoup d'exigences émotionnelles en fait. Je me souviens dans le notariat, c'est pas une profession très bien vue, et donc on passait de notre temps à se faire engueuler, et puis on doit acquiescer, oui madame, bien sûr madame. Voilà, et tout ça, ça pèse au bout d'un moment. Le manque d'autonomie aussi, pas pouvoir résoudre ses problèmes soi-même. On verra après, mais la féminisation des cadres a également été liée à une réduction de l'autonomie aussi des profils cadres. Et donc, voilà, le fait de ne pas pouvoir résoudre les problèmes par soi-même, moi typiquement je me faisais disputer parce que j'arrivais, j'ai toujours gardé ce problème de timing, de retard, hein, comme tu as pu voir. Je me faisais disputer parce que j'arrivais avec 5 minutes de retard, mais je finissais à 23h tous les soirs, quoi. C'était, enfin, quand j'avais pas d'enfant, quoi. Mais après, je me suis rangée. D'accord. Les rapports sociaux au travail dégradé, alors on pense souvent à la violence du public, hein, mais aussi il y a ce qui a commencé à poser problème dans l'entreprise, c'était quand on a commencé en fait à répartir les dossiers par chiffre d'affaires en fait. C'est-à-dire on voulait savoir combien tu rapportais pour voir si tu étais rentable. Et donc il a commencé à avoir une course aux facteurs, c'est-à-dire que dès que le facteur arrivait avec des nouveaux dossiers, on se jetait dessus pour trouver quelle était la maison la plus chère et qui allait du coup nous donner un super résultat à la fin du mois pour montrer que nous on rapporte des sous. Voilà, donc ça a mis des rapports sociaux au travail très très intéressants puisqu'on se volait les dossiers, quoi. C'était très sympa. Et donc voilà, il y avait cette sorte de, à force de valoriser l'individualité et la performance individuelle, on en avait oublié le collectif et ça a vraiment détérioré les relations et du coup on n'avait plus
ces facteurs ressources que peuvent nous apporter les collègues, justement, je te donne un coup de main et tout ça, ça non, parce que ça allait envahir notre performance individuelle. Les conflits de valeurs aussi, moi j'ai fait du notariat pour l'aspect social, parce que je voulais expliquer le droit à des personnes dans des moments clés de leur vie, les décès, les divorces, et en fait je me suis retrouvée spécialisée en immobilier complexe, fusion-absorption, et je crois que j'étais loin de mes valeurs de base. Mais c'est aussi la qualité empêchée, c'est-à-dire que moi j'avais envie de faire du droit, et en fait j'étais remplisseuse de closiers, c'est-à-dire que voilà, il y a un moment donné où vous êtes tellement happé par l'administratif, par le fait de devoir faire vite et tout ça, que la qualité du travail et du raisonnement juridique, je ne l'avais pas en fait. Et après, la sécurité de la situation au travail, alors nous, on est tombé sur la loi Macron qui a décidé, qui voulait en tout cas faire la révolution sur le monopole notarial. Et donc à partir de ce moment-là, alors qu'on n'avait jamais autant travaillé, et il s'est mis à avoir une vague de licenciements, en tout cas de non-recrutement, alors que l'activité augmentait. Et donc on a eu aussi des phrases comme si vous n'allez pas, si vous ne faites pas grève, vous savez qui va partir. Voilà, donc ce genre de climat où on se disait c'est laquelle qui va partir, c'est laquelle le mauvais élève et tout ça. Donc voilà, ce genre de climat. Donc c'est pas uniquement de la pression, en tout cas de beaucoup de travail, c'est aussi tout l'environnement qu'il y a là-dedans. Ouais. Je vais compléter avec 3 chiffres de l'enquête Summer que je vous invite à aller chercher, qui est disponible aussi sur Internet, qui est publié tous les 7 ans et qui permet d'avoir accès aux données chiffrées en matière de risques psychosociaux. Vous avez un volet qui est dédié spécifiquement au RPS. Donc celle qui est encore d'actualité, c'est celle de 2017, la prochaine c'est pour 2024. Ce sont des chiffres qui sont représentatifs de l'ensemble de la France en termes de travailleurs. Donc les 3 risques psychosociaux potentiellement dangereux pour la santé actuellement sont le manque de reconnaissance à 50,6%. Les comportements dits hostiles, donc derrière ça on va mettre les situations dégradantes, les situations de déni de reconnaissance et les situations de comportement méprisant. Ça c'est 16% des Français qui se plaignent de ça dans le cadre professionnel. Et le 3e risque psychosocial, c'est ce qu'on appelle le job strain, c'est en référence aux travaux de Karasek en termes d'outils de mesure. En gros, c'est le delta entre les fortes demandes psychologiques et la faible latitude décisionnelle. Et ça représente 26,9% des salariés français. On vous donne ces chiffres-là pour que vous compreniez aussi nos liens à faire avec l'épuisement professionnel, car je reprends juste le chiffre sur le job strain, mais si je suis pris dans une situation de travail à forte contrainte et dans lesquelles je n'ai pas la possibilité d'agir sur ma situation de travail, eh bien, je suis en train de me créer le lit de mon épuisement professionnel et je devrais même me reprendre de la manière dont je suis en train de vous le dire, parce que ce n'est pas que je suis en train de me créer le lit, c'est qu'on me met dans le lit de la création du burn-out. Je vous écoute. Alors maintenant qu'on a vu, quelques points du burn-out, on va vraiment donc, avoir cette vision genrée et soumettre des pistes de réflexion par rapport à cet aspect-là. La réflexion, elle est partie de chiffres, donc je le citais, Santé publique France, sur la prévalence de la souffrance psychique liée au travail pour les femmes, des données de l'ANACT aussi, avec donc plus de femmes de l'ordre de 31%, contre 24% pour les hommes en situation de stress professionnel. Et donc, voilà, pourquoi une différence ? On a essayé de se poser la question aussi au sein de l'association, puisque on a accueilli à peu près 1000 personnes depuis 2019, 1000 femmes. On accueille aussi quelques hommes, parce que vous n'avez pas non plus de structure d'accueil, donc on en a beaucoup moins, mais on vous accueille bien sûr si vous êtes en difficulté. On a fait passer donc un questionnaire, et sur ce questionnaire, 91% considéraient que le fait d'être une femme avait eu un impact particulier sur leur état d'épuisement. On a fait une étude d'impact en 2022, ce chiffre a été encore de l'ordre de 92%, donc on est toujours à peu près sur les mêmes pourcentages, avec plusieurs pistes notamment sur les conditions d'emploi des femmes et sur l'articulation vie privée, vie professionnelle. Je vous ai mis quelques verbatims qui sortaient de ces questionnaires, juste pour vous donner des exemples. Oui, car la charge mentale est importante, travail, enfants, tâches ménagères.
Donc là, en fait, en effet, on a une vision traditionnelle du travail, du burn-out par le prisme du travail dit professionnel. Et là, quand on les interroge sur leur burn-out, elles vont nous donner des éléments de vie personnelle, en fait. J'ai compris qu'une charge mentale importante et un rythme de vie effréné en tant que maman, dont une partie de ma vie en solo, ont fortement contribué à mon burn-out, mon travail ne laissant aucune place à la gestion de la vie personnelle. La femme démontre sa capacité à être multitâche au quotidien, tant dans son contexte familial que professionnel. Cette compétence est entre autres très largement attendue dans mon travail, cet engagement à se donner pour s'offrir une garantie de réussite professionnelle. Voilà, donc il y avait autant des éléments personnels et puis des éléments de devoir prouver plus au travail qui sont évoqués. Donc on a essayé de partir de toute cette matière pour essayer d'en avoir une analyse. Sur la définition du burn-out, je vais te laisser peut-être en dire un mot, puisque en effet, dans toutes les définitions qui étaient évoquées, on parle donc du burn-out professionnel, ce qui est en effet un enjeu en matière de reconnaissance et d'imputabilité et de prise en charge du coût du burn-out, qui est un coût extrêmement élevé par la branche professionnelle. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. La problématique, c'est que vous allez le voir, nous, dans les burn-out qu'on constate dans le cadre de l'association, plus de la moitié sont considérés par les personnes en étant multifactoriels. C'est-à-dire que on le voit notamment au niveau des entreprises, et quand il y a des actions en justice, l'entreprise va essayer systématiquement d'appuyer sur la partie personnelle pour se déresponsabiliser de la partie professionnelle. En fait. Donc on est parti, en fait, ce que Sophie est en train de vous présenter, de constats qu'on a fait sur le terrain, qui corroborent ce que moi je peux voir dans la pratique en cabinet, d'un point de vue clinique pur, c'est-à-dire que majoritairement c'est les femmes qui viennent sur le tableau d'épuisement professionnel, des hommes évidemment. Je vous expliquerai après pourquoi les hommes arrivent moins et plus tardivement, mais c'est quand même majoritairement des femmes. Donc, fort de tous ces éléments-là en termes de constat et de pratique, on a essayé d'aller voir ce qui se passait du point de vue de la recherche là-dessus pour essayer d'avoir des éléments de compréhension. C'est ça qu'on vous propose aujourd'hui en termes de présentation. Et le point clé pour nous, il est le rapport à la question du travail. Alors, je vous donne une définition du travail qui est celle qui est proposée par la psychodynamique du travail et les travaux de Christophe Dejour, qui sont en lien avec le réseau Souffrance et Travail dont je vous parlais. Et dans cette conception théorique-là, on va définir le travail comme une activité de production de biens et ou de services, et de vivre ensemble. Notre parti pris au niveau de l'association est de dire que de ce fait, la définition est la même qu'on soit dans une sphère professionnelle ou non professionnelle, puisqu'on n'est pas sur la conception emploi et rémunération, on est sur la conception travail en tant que production. Et que le travail domestique est en soi un travail de production, de prise en charge, de soins, d'éducation. Force en est, premier argument que je peux donner, c'est que si monsieur ou madame ne font pas, ils payent quelqu'un pour le faire à leur place, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Donc, de ce fait-là, notre point d'articulation, il est là, sur la notion de travail, ce qui nous amène à nous demander pourquoi on ne limite pas le burn-out à la sphère professionnelle, ou pourquoi il faudrait le limiter, dans les deux sens, on s'interroge là-dessus. Alors, à savoir que la vie privée et la vie professionnelle ne sont pas des sphères qui sont séparées et autonomes, et que le syndrome de l'épuisement professionnel, il a des répercussions évidemment sur le rapport au travail et dans les enjeux psychiques que le travail peut représenter, mais quand même majoritairement dans ce qu'on peut entendre et constater sur la sphère familiale et plus généralement sur la sphère sociale. Et je pousse le trait plus haut au niveau sociétal. Donc c'est bien multidimensionnel aussi dans ses impacts et donc du coup dans les interrogations qui doivent être les nôtres, à la fois en termes de prise en charge d'accompagnement, mais évidemment en termes de prévention et d'évolution sociétale. Sur le plan purement psy, l'identité du sujet, elle n'est pas, je reprends du jargon psy, mais clivée identité pro, identité perso, ça ne marche pas ça. Donc quand je vais au travail, j'y vais en étant engagée entièrement dans mon identité telle qu'elle est constituée, et c'est bien de ça dont on a besoin pour pouvoir faire notre travail. Le rapport au plaisir au travail, il se joue là-dedans, il se joue dans le fait que... Et ensuite s'opère un rapatriement identitaire
Et c'est ça la mécanique de la reconnaissance du travail. Et c'est dans ce rapatriement identitaire que je me fortifie en tant qu'individu. Je vous donne là la boucle qui fonctionne bien. Vous reprenez cette même boucle en termes de dysfonctionnement et vous comprenez ce qui se passe en termes d'épuisement professionnel sur le plan psychique. Donc, on a regardé au niveau des chercheurs. Aujourd'hui, majoritairement, les chercheurs, en tout cas, il n'y a pas de consensus sur une limitation de l'investigation du burn-out uniquement à l'univers professionnel. Pour certains, ça ressort d'une non-nécessité phénoménologique. C'est-à-dire que ce n'est pas en lien avec les constats que nous on peut faire, notamment à Burn, plus exactement sur les données d'expérience, etc. Donc c'est un objet de pensée qui est à poursuivre. Voilà. Donc on vient du coup maintenant sur la question du genre. Et est-ce qu'on peut parler d'une expression différenciée du burn-out entre les femmes et les hommes? Est-ce que ça tient la route en fait cette question-là? D'accord? Et donc pour ça, on va regarder au niveau de la sociologie et de l'approche genrée du travail pour essayer d'identifier des mécanismes de compréhension. Et donc en premier, il va falloir qu'on puisse vous dire une différence fondamentale entre le sexe et le genre. Donc le sexe, ça va renvoyer aux différences biologiques entre les individus, tandis que le genre va renvoyer aux caractéristiques du féminin et du masculin, telles qu'elles sont socialement construites. Ça, c'est fondamental, parce que le rapport au travail, il est inscrit dans la société dans laquelle on évolue. Ce que je vous dis est vrai pour des sociétés, on va dire, postmodernes, développées. Vous voyez, si j'ai une approche anthropologique, je vais aller dans d'autres types de sociétés qui ont d'autres principes fondateurs, et ceux-ci n'aurions pas les mêmes rapports genrés. Donc le genre, il va regrouper les rôles et les fonctions qui sont assignés par cette société, respectivement aux hommes et aux femmes. Et ces rôles et fonctions ne vont pas découler des différences biologiques, mais sont bien le résultat de constructions sociales auxquelles participent le monde du travail, mais également la sphère familiale, l'école, etc. Autrement dit, on est tous pris en fait dans ces représentations-là genrées, qui peuvent être des représentations stéréotypées éventuellement, et qui vont du coup fortement imprégner notre rapport au travail. Autre élément fondateur, c'est que la société française, en tout cas, elle est fondée sur un principe de hiérarchisation, donc sur la référence au patriarcat, plus exactement. Et dans le patriarcat, le masculin est pensé supérieur au féminin. Ça, c'est un élément fondamental pour comprendre comment le monde du travail est structuré. C'est-à-dire que le monde du travail, il est d'abord référencé à un étalonnage masculin supérieur au féminin. C'est un construit social à part entière. J'ai beau le dire que ça soit un construit social à part entière, ça n'empêche pas que c'est quand même comme ça, que c'est structuré. C'est ça qui est important à comprendre. Parce que derrière, ça va se décliner en termes de traduction et de ce à quoi, hommes et femmes, nous sommes confrontés en réalité au quotidien dans notre travail. Et c'est aussi des éléments d'explication sur la difficulté pour le conjoint, homme ou femme, à comprendre ce qui se passe aussi en termes d'épuisement professionnel par rapport à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. Donc je le dis autrement, il existe du coup une division qui est sociale. Donc sociale, ça veut dire hiérarchique. Séparation entre le groupe social homme et séparation entre le groupe social femme. Et sexuelle du monde du travail, donc avec ces constructions de catégories qui vont définir les caractéristiques de chaque groupe dans un rapport donc, de domination et avec des attendus auxquels on doit se conformer derrière. Donc déjà, juste quand je vous ai dit ça, vous avez compris que les femmes, on va ramer 3 fois plus que les hommes pour éventuellement essayer d'arriver à quelque chose d'équitable. Donc dans une société patriarcale, le principe fondateur, c'est celui où le masculin vaut plus que le féminin. Conséquence pour ces dames. Le travail masculin, il a plus de valeur que le travail féminin. Une femme va devoir faire davantage pour prouver ses disponibilités, ses compétences dans le monde professionnel, et elle va en plus cumuler une charge mentale d'un point de vue domestique qui est plus importante. Impact également sur la maternité, puisque travailler et avoir des enfants, côté femme, ça va se traduire par j'ai pas le temps de tout faire.
j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur, je porte une charge mentale qui est plus importante, donc j'ai une espèce de porosité entre ce qui se passe au travail, ce qui se passe à la maison, et il faut que je pense à tout le temps en même temps. Et je vais devoir aussi effectuer un travail domestique qui est socialement invisibilisé, et en plus, si c'est moi qui le fais, c'est gratuit. Donc je contribue gratuitement au fonctionnement économique. Et je pousse le bouchon express, je fais juste un tout petit peu de provocation pendant ce temps-là, messieurs. Pour votre travail, le fait de ne pas être à la hauteur, d'avoir le sentiment qu'on n'y arrive pas, mais toujours moins qu'eux. Et ça va se traduire par rapport à la sphère domestique. Parce que elles sont en train de vous dire que quand elles sont au boulot, à faire X heures pour le boulot, elles n'arrivent pas non plus à être à la hauteur de ce qu'elles veulent par rapport à leurs enfants. Donc elles sont beaucoup prises dans cet élément-là. Vous rajoutez à ça que les femmes vont se heurter à la notion de plafond de verre. Donc pour celles qui, je me permets un petit cas comme toi, ont coché toutes les bonnes cases au départ, parce que c'est quand même pas le lot de toutes les femmes en France, hein, mais qui, elle avait coché les bonnes cases pour avoir une belle progression de carrière et arriver à des postes à responsabilité, eh bien elles ont encore une autre étape à franchir, qui est l'étape du plafond de verre, à savoir que les métiers qui sont le plus haut dans la hiérarchie sont d'abord et majoritairement occupées par des hommes. Et que ces femmes, elles peuvent avoir des compétences, pour autant, il va falloir qu'elles arrivent à dépasser ça pour avoir accès à ces métiers-là. Et vous voyez que tous les freins que je vous ai cités ne vont pas aisément leur permettre d'y aller, tant bien même, elles ont des compétences, parce qu'évidemment, elles les ont. Donc, le travail masculin se traduit par un meilleur salaire, une meilleure progression de carrière, un meilleur pouvoir d'action au sein de la société. Je regarde ce que je Pour rebondir sur ce que tu disais, je reviens sur les questionnaires qu'on a fait passer auprès des bénéficiaires. Dans le prolongement du genre, beaucoup ont répondu, enfin beaucoup, en tout cas une proportion non négligeable, ont cité le sexisme comme élément d'épuisement, le harcèlement également, on en a parlé, dans le milieu du travail, donc des violences managériales aussi. Alors le sexisme, il y a le sexisme hostile, les femmes manipulatrices, agressives, féministes et tout ça, mais il y a aussi le sexisme bienveillant, c'était plutôt celui-là qui était évoqué. Justement qui va replacer la femme dans la catégorie sociale, dans le schéma genré que la société lui donne. Voilà, donc ça a été un élément qui a été évoqué. Les inégalités professionnelles, comme tu le disais, on voit dans l'enquête Summer que la reconnaissance notamment c'est un des éléments fondamentaux en termes de facteurs de risque. La reconnaissance salariale, ça en fait partie. On est de l'ordre de 20% encore un peu moins de différence salariale à poste équivalent. Donc on voit en quoi ça peut impacter du coup la reconnaissance. Les emplois prédominance féminine, vous en avez parlé tout à l'heure. Les emplois, en fait, il y a très peu d'emplois mixtes. Hein. Il y a des emplois très masculinisés, des emplois dits féminisés. Nous, on voit que dans l'association, vous pouvez voir le graphique, on a alors je ne vois rien, mais on a en tout cas beaucoup plus de la moitié qui sont dans des emplois à prédominance dite féminine. C'est des métiers du care, des métiers de l'assistance, de la coordination, de l'éducation, des métiers en relation avec le public, avec l'humain. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de valoriser des compétences dites humaines qui sont considérées même dans le prolongement des compétences naturelles, maternelles, féminines, que des compétences techniques. Donc voilà, donc il y a en tout cas cette problématique de sous-valorisation et on sait en plus que pendant la période Covid, c'est des professions qui ont été beaucoup plus sollicitées. J'en parlais aussi, les femmes ont accédé au monde du travail très tardivement à l'échelle de l'histoire. Et donc, en effet, elles sont arrivées dans un système qui avait été pensé pour les hommes à la base. Et donc, on est rentré dans ce dispositif-là. Et il y a eu une féminisation des cadres, puisque, avec les années, il y a eu une augmentation des postes à responsabilité, notamment au niveau cadre. Séverine Lemire, qui étudie ces questions-là, a pu analyser la spécificité de ces postes cadres
avec beaucoup moins de latitude décisionnelle, beaucoup plus contraint, dans une organisation beaucoup plus contrainte. Donc c'est des postes à responsabilité, mais sans avoir les facteurs ressources à côté pour compenser les facteurs de risque. Et nous, on a pu constater dans l'association qu'on a une surreprésentation des cadres et professions intellectuelles. Et on a une surreprésentation aussi des mères, alors soit de jeunes enfants entre 0 et 3 ans, soit d'adolescents. On se demande pourquoi, mais j'ai une idée derrière la tête. Beaucoup plus de CDI concernés aussi. Ont été évoquées aussi les inégalités intrafamiliales, parce que c'est pas la revendication, c'est que on prouve encore que des chiffres indiquent que 73% des tâches ménagères sont encore réalisées par les femmes. Et donc forcément, il y a un phénomène de double journée à un moment donné. Si les femmes consacrent à peu près 3h56 de tâches ménagères par jour, contre 2 heures pour les hommes, donc on voit bien qu'il y a 7h30 qu'il faut caler quelque part. Donc voilà, il y a un cumul. Alors ça c'était pour la blague, hein, c'est aussi que parfois on se met aussi la pression, hein, puisqu'on est dans des conflits de regard social, donc il faut être une bonne mère, il faut être proche de ses enfants et tout ça, et on se met aussi la pression. Hein. Donc c'était juste pour faire un petit trait d'humour. Du coup, avec le fait de vouloir concilier, de vouloir faire carrière et d'essayer de faire rentrer de notre vie personnelle qui peut être extrêmement chargée, ça pose des difficultés de conciliation. On voit que ça peut se heurter, cette conciliation. Comme je le disais tout à l'heure, on a plus de la moitié de nos bénéficiaires qui considèrent que leur burn-out est lié à des causes à la fois professionnelles et personnelles. Il n'y en a que de l'ordre de 1 à 2% qui considèrent que c'était uniquement personnel. C'est principalement des mères célibataires, des mères de jumeaux ou de triplés aussi, qui ont été soignées pour des dépressions et qui ne se sentent pas du tout comprises dans leur accompagnement aussi, et donc qui ont eu des tableaux cliniques de burn-out. Donc des burn-out parentaux en fait. Et puis des burn-out exclusivement professionnels. On a constaté pendant cette période une augmentation des séparations, des divorces, et donc c'est un peu le double effet, c'est-à-dire que non seulement la personne elle commence à être en burn-out, mais en plus elle doit gérer une séparation, et du coup la prise en charge des enfants, donc on voit des mères seules qui ont beaucoup de mal à se relever suite à un burn-out, et notamment d'un point de vue financier c'est souvent catastrophique ensuite. 72% ont des enfants, 7% sont aidantes aussi. Il y a beaucoup plus de femmes aidantes, et on voit aussi l'impact que ça a en termes d'épuisement, de devoir s'occuper de parents dépendants ou d'enfants dépendants. Donc c'est vrai que nous, on a vocation à accueillir toutes ces problématiques-là, parce que c'est pas parce que l'épuisement ou la cause du stress n'est pas lié au travail qu'on ne va pas l'accueillir, en tout cas dans l'association. Et ça pose des difficultés de porosité vie privée, vie professionnelle. Donc sur les études des conditions d'emploi des femmes, on voit que les femmes en fait travaillent plus sur les tâches ménagères en semaine, les hommes plutôt le week-end en fait. Et on voit en quoi ça va impacter la journée de travail. C'est-à-dire que de devoir régler des problèmes personnels sur le temps du travail en se cachant souvent. De devoir partir à 17h ou 18h et donc rater la réunion très importante de 18h parce qu'il faut aller chercher les enfants. Ça va impacter aussi. Et ça va intensifier le travail puisqu'il faut faire le même travail dans un temps imparti plus court aussi. Voilà, le fameux cumul, donc cette sensation d'être avec un chronomètre qui commence au réveil. Et là, on part sur la course effrénée de j'habille les enfants, je les amène à l'école, je suis en retard, j'arrive en retard au travail, les clients m'engueulent. Voilà, c'est un peu une course contre la montre, c'est un peu ce cumul, ce phénomène de double journée dont on parle beaucoup. Et de charge mentale, alors quand on parle des 73% de tâches ménagères, on ne parle pas de charge mentale. En fait, la charge mentale, on en parle de plus en plus, notamment suite à des BD qui ont été publiés puis qui venaient de chercheuses canadiennes. C'est le fait d'avoir à y penser, en fait, à programmer, à dans de la programmation. Et donc, c'est le fait d'avoir une charge mentale sur il faut que
je pense à inscrire un tel à l'école ou au cours de danse ou des choses comme ça, qui en fait va s'agglomérer avec la charge mentale professionnelle, le fait d'avoir à y penser au niveau professionnel. J'ai pas envoyé le dossier à machin et ça me réveille pendant la nuit, il faut absolument que je tape ce courrier et tout ça, et donc tout s'entremêle entre privé et professionnel. Et donc il y a un moment donné, il y a une telle porosité qui est d'ailleurs accompagnée par les outils numériques, par à la fois le téléphone, l'ordinateur qui vient chez nous, qu'on ne sait plus quand est-ce qu'on est au travail, quand est-ce qu'on n'est plus au travail en fait. Et ça veut dire qu'on ne décroche pas non plus en fait. La maternité et le travail, alors c'est vrai que la maternité, donc il y a des inégalités professionnelles, on le sait, mais les inégalités se creusent souvent au moment de la maternité. Nous, on a une prédominance, on a surtout des personnes entre 35 et 45 ans, beaucoup donc de mères, et on voit bien qu'à ces âges-là, on est au sommet de ce qui doit être sa carrière. Et donc se pose la question, est-ce que je fais un enfant là parce que ça risque de poser problème pour ma carrière et comment je vais pouvoir tout gérer. Et donc c'est un choix qu'on fait. Alors les études sont de plus en plus longues et pour sécuriser financièrement, on attend la fin des études, donc on attend d'être dans le milieu professionnel. Mais une fois qu'on est dans le milieu professionnel, on sait que ça va être un frein à la promotion, un frein au salaire. Et on ne se rend pas compte aussi non plus de l'impact que ça peut avoir. Alors il y a des grossesses qui se passent très bien, mais parfois il y a des grossesses qui sont plus compliquées ou en tout cas fatigantes. Et donc on doit faire fi de tout ça, travailler comme si on n'était pas enceinte, comme si on n'était pas mère, et être mère comme si on ne travaillait pas non plus. Et donc on doit essayer d'arriver jusqu'aux 8 mois de grossesse avec le même rythme de travail qu'une personne qui n'aurait aucune difficulté de ce côté-là. Alors bien sûr, on me l'a dit, hein, ça n'est pas une maladie, vous l'avez choisi d'être enceinte, donc je le sais, mais quand pendant 9 mois vous vomissez tous les matins et que vous ne mangez rien et que vous en pouvez plus, essayez d'être performant au travail. Ça va causer pas mal de petits soucis d'erreur dans mes dossiers. Et puis derrière ça, vous devez reprendre le travail, alors normalement au bout de 2 mois et demi. 2 mois et demi parce qu'après sinon il faut pouvoir compenser financièrement. Et 2 mois et demi c'est court. Alors pour certaines ça va, et elles avaient envie de reprendre, mais pour d'autres ça peut être très court. Et notamment 2 mois et demi, souvent les enfants ils ne font pas encore leur nuit, et donc vous devez arriver au travail avec 2 heures de sommeil dans la vue, et être aussi performante, être aussi pimpante et être aussi disponible que votre collègue qui a dormi toute la nuit et qui a passé une bonne soirée. Et donc ça, on vous parle donc de dépression postpartum, ce qui peut être vrai aussi. Mais j'avais envie de leur dire, dors 2 heures par nuit, tu vas voir dans quel état tu vas être au bout de 6 mois. Et voilà, donc on n'est pas égaux par rapport à ces questions de sommeil et tout ça, mais en effet, c'est une véritable torture de ne pas dormir et d'être performant et de ne pas avoir la capacité de se reposer pendant la journée, parce que quand on travaille pas, on peut parsemer nos siestes toute la journée. Au travail, c'est beaucoup plus compliqué d'aller dormir sur le lieu du travail. Et je parle aussi pour les hommes, parce que c'est également compliqué de gérer l'arrivée d'un enfant. On sait que ça impacte tout le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les politiques de congé maternité font que la femme va être plus en charge, en tout cas, même si ça a évolué, mais des enfants. Et donc, c'est encore ces problèmes de conciliation. Et enfin, les femmes, pendant cette période, et ça corrobore les résultats que vous avez donnés, ont été plus impactées dans la période de Covid, dans le contexte sanitaire. Ça a interrogé beaucoup de choses en fait. Ça a interrogé justement les inégalités intrafamiliales aussi, puisque quand tout le monde s'est retrouvé à la maison, des études de l'INED et de la Fondation des femmes ont prouvé que les femmes avaient été plus impactées par le confinement, avec la difficulté de gérer les devoirs à la maison, des travail du coup qui était réalisé en dehors du temps de travail, plutôt le soir, pour pouvoir compenser la journée et les tâches ménagères. Le fait, 70% des femmes ont estimé que le confinement avait pénalisé leur carrière en fait, avec ces problématiques de conciliation. Donc le télétravail a été en tout cas un enjeu en termes de risques psychosociaux.
Et il y avait un autre chiffre aussi qu'on vous a mis, par exemple les femmes avaient, 39% des hommes avaient accès à une pièce séparée pour travailler contre 25% des femmes en fait, qui étaient principalement au niveau de la cuisine. Je ne fais pas de commentaires, mais voilà. Tout ça, c'est des pistes. Hein. On essaye d'analyser en quoi les phénomènes d'inégalité, en quoi cela peut avoir un impact aussi sur l'état d'épuisement des femmes. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je vais partir sur la question. Effectivement, on s'est interrogé sur l'existence ou non de différences entre les femmes et les hommes dans l'épuisement professionnel. Donc avec tout ce qu'on vient de vous présenter, pour pouvoir répondre à cette question-là, on va donc devoir croiser à la fois la question du genre, la nature du travail qui est exercé, en se demandant si à travail différent, la souffrance est différente, et puis on ne va pas oublier notre équilibre entre le travail pro et le travail domestique. Donc même principe, on a été regarder un peu ce qui existait au niveau de la littérature et des différentes recherches, et donc la réponse sur est-ce qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes dans l'épuisement professionnel, c'est oui, dans ce qu'on a pu trouver, mais elle n'est pas à relier au sexe des individus, c'est-à-dire elle n'est pas à relier à la biologie, mais elle est à relier au genre, c'est-à-dire au processus de socialisation que je vous évoquais. Donc, s'il y a des différences, ce sont des différences genrées. En termes de traduction symptomatologique, on a également regardé s'il y avait des différences dans cette expression-là. Donc, les études qu'on a trouvées sont assez intéressantes dans ce qu'elles permettent de faire ressortir, à savoir qu'il y a des différences au niveau des symptômes. La variation va plutôt se situer en fonction des périodes de vie des travailleurs. Pour les hommes, ce qui ressort, c'est plutôt en début de vie professionnelle, et chez les femmes en début de carrière et après 55 ans. Ça, c'est pour la variable âge. Pour la variable symptôme, le premier symptôme en termes de composant de l'épuisement professionnel qui ressort chez les femmes, c'est la fatigue, et chez les hommes, c'est le cynisme. C'est la dépersonnalisation dont vous a parlé le professeur Debout tout à l'heure, donc avec ce détachement au rapport émotionnel dans le rapport au travail. Je voudrais donner quelques éléments pour ces messieurs qui sont venus et que je remercie d'être présents aujourd'hui en particulier, parce qu'on centre beaucoup notre propos, vu la thématique d'aujourd'hui, sur l'expression et ces différences-là du côté des femmes, mais les hommes sont également tout autant concernés par la question de l'épuisement professionnel. Ce que la pratique montre, et les recherches également, c'est que les hommes, ils ont, de fait de ces biais culturels et éducatifs que je vous ai évoqués, un frein majeur à venir en soins. Et donc, quand ils arrivent, je vais parler de mon expérience à moi en cabinet, ils arrivent tardivement avec des tableaux de décompensation qui sont plus importants que les femmes. Donc, les conférences qu'on fait avec Anne-Sophie, on les fait dans cette double visée-là, c'est-à-dire à la fois pour vous, mesdames, et à la fois pour vous, messieurs, de manière à faire prendre conscience de ces freins-là et à œuvrer en termes de prévention, donc messieurs, venez plus tôt, vous faire prendre en charge si tel est votre besoin. Pour eux également, pour qu'ils puissent comprendre en fait ce qui se passe quand ils sont pris dans un processus d'épuisement professionnel, il y a une difficulté en fait à reconnaître des signes d'inefficacité dans le travail. Ça va activer principalement des archétypes en fait culturels masculins. Et notamment, monsieur l'a dit tout à l'heure, je vous remercie, le stéréotype du soutien de famille. Voilà. Et la capacité à subvenir aux besoins d'une famille. Ça, les hommes en consultation, ils vous le disent de façon très forte. Et ça crée beaucoup de culpabilité et ils ne se sentent pas hommes et ils ne se sentent pas responsables s'ils ne sont pas en capacité à répondre à cette injonction-là. Vous avez d'ailleurs une étude de 2017 qui était menée sur un panel aux États-Unis et qui faisait ressortir que 75% des Américains pensaient qu'il était important pour un homme d'être un bon mari. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on met derrière la définition de bon mari. Autre activation stéréotype pour ces messieurs, ce sont ceux de la virilité. Je l'ai dit en creux dans ce que j'ai présenté préalablement tout à l'heure. Ça, c'est important de le repérer parce que ça peut faire une traduction en fait sur le plan symptomatologique par des passages à l'acte.
à minima de l'agressivité, voire de la violence, voire le professeur Debout l'a exprimé tout à l'heure sur les raptus suicidaires. On a tout ce panel-là au niveau des passages à l'acte, en référence à certaines représentations, notamment le supérieur hyper exigeant, voilà, qui vont mettre en action ce rapport à la virilité-là. Voilà, sur l'aspect pour ces messieurs. Je reviens sur l'étude que je vous citais avec l'aspect, notamment sur la variable âge, parce qu'il y a un élément qui, pour nous, était intéressant, qui serait à creuser en termes de recherche complémentaire. C'est une étude canadienne à laquelle je fais référence, là, et qui a vraiment été sur la recherche de l'expression différenciée burn-out entre les hommes et les femmes. Et cette étude, elle a remarqué des mécanismes en fait, d'adaptation des femmes eu égard aux contraintes organisationnelles qui se sont traduits dans des choix en termes de déplacement stratégique de leur investissement temporel dans le hors-travail. Donc on peut le dire en d'autres termes, c'est-à-dire qu'elles font le choix délibéré de se retirer de la sphère professionnelle eu égard à toutes les contraintes qu'on a pu évoquer et donc d'aller délibérément réinvestir la sphère professionnelle. Et l'autre hypothèse qui était ressortie aussi, c'est un choix de rééquilibrage entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'en fait, la conciliation, elle s'y arrive pas. Donc on a trouvé ces éléments-là fort intéressants, notamment dans des retournements possibles sur le plan conceptuel dans le travail et le hors-travail et les stéréotypes qu'on connaît. Si j'ai une vision plus négative, je dis que ces deux hypothèses-là d'explication, elles ne font que renforcer la réalité d'un monde du travail qui est réalisé sur un masculin stéréotype. Voilà. Pardon, tu voulais juste, c'était la différence selon la nature du travail. Donc les femmes, vous avez compris qu'elles ont accès à des emplois à moindre latitude décisionnelle. Ça, c'est un élément qui est important, parce qu'en fait, la latitude décisionnelle, c'est un facteur de protection sur le plan de la santé mentale. Donc si je suis femme, que je suis qualifiée et que j'ai, en termes de compétences, possibilité d'avoir accès à des métiers à responsabilité, mais que je me heurte au plafond de verre, et ben, du coup, j'ai pas accès aux postes qui sont des postes qui préservent ma santé mentale parce que j'ai la latitude décisionnelle sur ces postes-là. Donc, c'est une autre discrimination et qui est intéressante à regarder aussi du point de vue de la santé mentale et explicative aussi sur le pourquoi plus de burn-out chez les femmes. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, ces études, il y a une étude donc, canadienne et suisse aussi qui ont eu cette analyse du genre, il y en a très peu. Et c'est quelque chose que nous on retrouve au niveau de l'association. Donc la prévalence de l'épuisement émotionnel pour les femmes, la prévalence de la dépersonnalisation pour les hommes, un besoin de réassurance affective. Alors c'est vrai qu'on est un peu en mode bisounours à la maison des Burnett à Bordeaux, pour ceux qui ne savent pas où on est. En fait c'est un dispositif de pérédance et donc de sororité, et c'est vrai que ces moments sont forts parce qu'on parle de la même façon. En effet, vous avez compris, on parle du travail, mais on parle aussi de la sphère familiale. Voilà, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se dégage de ces groupes de parole qu'on peut faire entre femmes. Également, on a pu constater aussi pas mal de troubles gynécologiques pour les femmes, que ce soit de l'endométriose, que ce soit non, je pensais à... je vais pas y arriver. Voilà. Bon, en tout cas, des troubles gynécologiques. J'ai aussi, mais non, je pensais pas à ça. Mycose, voilà. Voilà, en tout cas, des troubles gynécologiques, forcément, que les femmes connaissent. Mais c'est intéressant de voir l'impact que peut avoir donc, le stress chronique sur un état inflammatoire et peut avoir comme impact sur la sphère gynécologique. Sur ce point-là, ce qui est important, parce que ça, nous, on le voit très bien en clinique, c'est que 9 fois sur 10, les femmes, elles ne font pas le lien entre les troubles dans la sphère gynécologique et les conditions de travail et l'impact des conditions de travail sur leur santé. C'est ça qui est important à repérer. Moi, j'ai eu plusieurs fois des patients qui ont été jusqu'à des descentes d'organes et qui se sont mis en arrêt de travail au moment où elles ont eu